Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans le cadre de cette grande édition du journal, la Chambre haute du Parlement a validé les rapports des différentes commissions spéciales mises en place pour vérifier l'élection effective des sénateurs enregistrés au secrétariat du Sénat dans les 20 provinces de la République démocratique du Congo où les sénatoriales ont été organisées. Au total, le pouvoir des 84 sénateurs de la nouvelle législature ont été validés lors de cette séance plénière de ce jeudi 6 juin 2024 sous la présidence du président du bureau d'âge, Pascal Kindwelo. Suivez. La Chambre haute du Parlement a validé au cours de la plénière de ce jeudi 6 juin 2024 au Palais du Peuple les mandats des 84 sénateurs élus lors des élections sénatoriales du 29 avril dernier dans 19 provinces en plus de Kinshasa. Cette validation est intervenue après lecture et adoption des rapports des 5 commissions spécialisées mises en place par le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement sous la direction du président Pascal Kindwelo. Il s'agit entre autres de Molendo Sakombi, Salomo Kalonda, Samalou Konde, Augustin Kabouya, Guy Mwanda Vita, Gentini Ngobila, Guy Luandongo Ikasanji, Aminata Namasia ou encore Jacques Chabani. D'autres sénateurs élus récemment, tels que Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, devraient être validés ce samedi 8 juin lors d'une autre séance plénière qui sera convoquée pour clôturer cette opération. Pour rappel, les Sénats comptent 108 sénateurs élus et un sénateur à vie, l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, en raison de 8 sièges pour Kinshasa, la capitale, et 4 sièges par province pour les 25 restantes. Cette étape franchie, faut-il signaler, est donc la première d'après le principal mission poursuivie par le bureau d'âge dirigé par le doyen Pascal Kindwelo. Contrairement à la polémique, ce dernier, âgé de 85 ans, est jusque-là maintenu président du bureau provisoire malgré la présence de l'élu de l'Équateur, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, lui âgé de 93 ans. Et quelques sénateurs n'ont pas manqué de réagir au sujet de la validation des mandats des élus suivez tour à tour les sénateurs Cédric Nguindou pour les comptes du mouvement de libération du Congo et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, élu sénateur. Suivez. Dans la peau du parlementaire de la Chambre. Tel que je l'avais dit lors de la campagne électorale aux électeurs, j'avais pris certains engagements qui sont résumés entre autres sur l'accroissement du pôle emploi, l'emploi pour les jeunes qui sortent à peine des universités. Je pense que je l'avais déjà déclaré même dans les médias. Je vais m'atteler pour que les lois qu'il faudra modifier ou celles qu'il faudra créer soient élaborées le plus tôt possible. Au moment où on est un membre du gouvernement, toutes les vues pour que nos suppléants puissent venir siéger. Et mon suppléant, c'est M. Moutanga Gaspard, qui est secrétaire général adjoint de l'UPS, un ancien fonctionnaire. Il a 78 ans, c'est un sage. Et nous espérons qu'il sera à la hauteur de sa mission, de sa tâche, des attentes de la population. Quittons les Sénats, direction Assemblée nationale pour vous dire que les speakers de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, a clôturé ce mercredi 5 juin 2024 les discussions initiées depuis mardi 4 juin avec les députés nationaux de l'Union sacrée pour la nation en vue de l'investiture du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Selon les speakers de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont décidé de mettre de côté les frustrations et mécontentements nés à la suite de la publication du gouvernement
et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en investissant le gouvernement qui devra se pencher sur les préoccupations de la population congolaise. Regardez. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a clôturé ce jeudi 5 juin 2024 les discussions initiées depuis mardi 4 juin avec les députés nationaux de l'Union sacrée sur l'investiture du gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Selon les speakers de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont décidé de mettre de côté les frustrations et mécontentements nés à la suite de la publication du gouvernement et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en investissant le gouvernement qui devra se pencher sur les préoccupations de la population congolaise. Nous avons commencé depuis hier des rencontres avec les différents regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation qui comptent à partir de 10 députés nationaux ou plus. Pourquoi 10 députés nationaux ou plus? Parce que pour obtenir un ministère, il fallait y avoir 10 députés nationaux. On pouvait descendre plus bas pour les cas des vice-ministres, mais nous avons décidé que puisque les vice-ministres sont déjà issus de ceux qui ont plus de 10 députés nationaux, nous nous sommes limités à ces seuils. Nous clôturons cette étape dans la joie parce que tous les députés nationaux ont parlé même s'ils n'étaient pas contents, même s'ils étaient fâchés, a fait savoir Vital Kamerhe, speaker de la Chambre basse du Parlement. Cette concertation s'inscrit dans les cadres de baliser les chemins pour l'investiture du gouvernement Judith Suminwa. Et puis, le bureau de l'Assemblée nationale a obtenu les quitus du regroupement et parti politique de l'Union sacrée pour la nation en vue de l'investiture du gouvernement Judith Suminwa Tuluka pour les regroupements politiques MLC et APA qui a exprimé son accord après concertation avec le bureau. Suivez. D'abord, nous avons salué l'initiative pour l'invitation du président de l'Assemblée nationale, parce que c'est une institution qui exige toujours des échanges. Et dans ces cadres-là, et comme nous sommes en attente effectivement d'un gouvernement qui doit être investi, nous devrions être à son écoute et comprendre sa préoccupation pour que nous soyons un. Et devant la question de concorde du pays, nous avons dit, et parce que nous parlons ici au nom de notre chef, Jean-Pierre Bemba, il est d'accord que nous puissions être avec le bureau pour soutenir à ce que le gouvernement qui devrait être investi il y a quelque temps qui va suivre, nous sommes tout à fait d'accord derrière cette démarche et nous insistons que la concorde nationale est un credo important pour le président Jean-Pierre Bemba, au nom de qui nous parlons ici. Tout à fait autre chose à présent. Pullman Hotel a abrité 3 jours des travaux de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. La clôture des travaux a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale de l'environnement qui se célèbre chaque 5 juin de l'année. Les détails dans ces condensés signés Doudou Montieri. La clôture de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, qui a eu lieu au Pullman Hotel, a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale pour l'environnement le 5 juin 2024 dernier. À cette occasion, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a lors de son mot de circonstance, rappelé à ses homologues et autorités concernées par ces secteurs de l'environnement à conjuguer les efforts pour préserver notre environnement et nos forêts qui sont aujourd'hui confrontés à des problèmes liés à la dégradation, à la désertification et à la sécheresse. Le bassin du Congo, ces poumons de l'humanité, est confronté ces jours à la dégradation, à la désertification et à la sécheresse. Voilà pourquoi nous devons nous investir dans la mise en œuvre des solutions concrètes. La crise s'attaque aux écosystèmes du monde. Des milliers d'hectares de terres sont dégradés, touchant près de la moitié de la population mondiale.
placé sous les thèmes de la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse, avec comme slogan « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». La journée mondiale de l'environnement de cette année se concentre essentiellement sur la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse sous les slogans ou les thèmes « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération de restauration ». Et ceci coïncide avec la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes qui avait commencé depuis 2021. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a appelé ses homologues à prendre tous des mesures concrètes pour parvenir à un changement en profondeur et à faire face à la crise climatique et environnementale ainsi qu'à ses conséquences sur la mobilité humaine. Ainsi donc, il est de la responsabilité de nous tous de prendre des mesures concrètes pour parvenir à un changement en profondeur et faire face à la crise climatique et environnementale, ainsi qu'à ses conséquences sur la mobilité humaine. Et puis, l'UDPS Tshisekedi de la province orientale, à travers son porte-parole de la communauté des bases, Jean-Paul Guadoulé, Polé Alimassi, rendit public une déclaration politique dans laquelle elle félicite les membres du gouvernement soumimois et sollicite la prise en compte des filles et fils de l'Union pour la démocratie et le progrès social, province orientale, dans toutes les institutions tout au long de ces deuxièmes mandats. Enfin, salue l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les retours de la paix à Kisangani dans la Chopo grâce au conflit opposant les communautés Mbolé et Lengola. Gisèle Olivier Toko. Déclaration politique. L'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale. L'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale présente ses sincères félicitations aux membres du gouvernement Judith Suminwa et particulièrement au ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libutayi, à qui elle lui demande d'apporter une riche expérience et une solide expertise technique à ses postes stratégiques et lui souhaite un fructueux mandat. Nous tenons à présenter nos très sincères félicitations à tous les heureux nommés et particulièrement au ministre des Finances, M. Doudou Fwamba Likunde Libutayi, à qui nous lui demandons d'apporter une riche expérience, une solide expertise technique à ces postes stratégiques et leur souhaitons un fructueux mandat. Le souhait de l'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale est de voir toutes tendances et sensibilités confondues ayant des compétences et des intelligences variées et multiformes du parti servir de pivot dans toutes les institutions nationales, provinciales et locales tout au long de ce deuxième mandat. C'est pourquoi nous invitons nos filles et fils de l'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale à se réveiller pour que, lorsque le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va nommer les membres de son cabinet, qu'il y ait la présence de cadres de l'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale. Il en est de même dans le cabinet de la première ministre, chef du gouvernement, lorsqu'il sera composé, que ces derniers soient valablement représentés. Cependant, nous espérons que, cette fois-ci, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura à rectifier les tirs lors de la nomination des mandataires d'entreprises publiques, de dirigeants à la diplomatie et dans tant d'autres sphères du pays. L'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale se dit attaché aux idéaux de feu Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, s'opposant à la prise de pouvoir par la force ou par les armes, privilégiant la prise de pouvoir par les voies démocratiques. Ainsi, évoquant le conflit qui oppose les communautés Mbolé et Lengola à Kisangani dans la province de la Chopo, l'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale, saluant la courageuse décision présidentielle de poursuite judiciaire contre les auteurs de ces drames, recommande au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ordonner des mesures avec une extrême urgence pour rétablir la paix à Kisangani. Nous exhortons donc nos frères et sœurs Mbolé et Lengola à ne pas céder au démon du tribalisme et de la division
car le Congo doit demeurer un et indivisible. Et puis justement au sujet du conflit qui oppose les communautés Mbolé et Lengola à Kisangani dans la province de la Tchopo, le président de la Convention démocratique du Parti Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Banousseya, qui salue les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les retours de la paix, souhaite que le militaire soit affecté définitivement dans la commune de Lubangue. Suivez-les au micro de Gisèle Olivier Toko encore une fois de plus. Saluons les efforts du chef de l'État pour la restauration de la paix face au conflit qui oppose les communautés Mbolé et Lengola qui s'engagent dans la Tchopo. Le président de la Convention démocratique du parti UDPS, Augustin Banousseya, exprime son souhait de voir le militaire être affecté définitivement dans la commune de Lubunga pour assurer une paix durable. Nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est, plus particulièrement ceux de Mbolé et Lengola qui s'engagent. Nous avons suivi l'autre fois les efforts déployés par le général qui est installé à Kisangani d'envoyer souvent ces hommes vers la commune de Lubunga où se passent ces forfaits. Et si j'avais bien suivi, il disait, vous allez là-bas pour faire le travail que le gouvernement congolais vous envoie. Mais j'ai seulement eu un regret pour dire que, en l'écoutant parler, il a dit, chaque soir, vous allez rentrer à la rive droite. Nous souhaitons que ce groupe qui est envoyé pour faire un service, pour assurer la paix entre Lengola et Mbol dans la commune de Lubunga, soit affecté définitivement à la commune de Lubunga. Comme ça, tous ces assaillants ne feront aucun problème tout au long de la nuit. S'ils partent seulement pour la journée, ça sera une déception totale. Ça, c'est un. Et deux, nous disons merci, comme le secrétaire rapporteur venait de le dire. Nous remercions parce que nous avons aujourd'hui, au niveau du gouvernement, pour la grande province orientale, 4 ministres. Et cela déjà c'est bon. Et nous avons l'espoir que le mot d'ordre du président de la République qui était donné au présidium de l'Union sacrée pour que la province orientale soit valablement représentée et qu'il y ait aussi présence des dames, que cela puisse se poursuivre dans toutes les institutions. Dans un autre chapitre, la mesure annoncée par la Banque centrale du Congo, obligeant notamment les établissements de crédit et les sociétés financières à configurer leurs terminaux de paiement électronique pour n'accepter que la monnaie nationale, suscite des réactions au sein de l'opinion. Interrogée à ce sujet, l'analyste des questions économiques Faustin Koudiasala revient ici sur les contours de cette mesure. Il est au micro de Lola Kinyama. En fait, la note d'instruction de la Banque centrale du Congo ne concerne que les terminaux de paiement, comme je l'ai dit tantôt, ceux qu'on voit généralement dans le supermarché, ainsi de suite, qui sont totalement différents avec le distributeur automatique des billets qu'on voit un peu partout dans la ville. Parce que généralement, l'avantage de ces systèmes, c'est quoi? C'est que il s'est fait que la plupart de ces terminaux de paiement étaient paramétrés en dollars américains. Je prends un exemple. C'est-à-dire, si vous allez par exemple dans un supermarché où les prix sont affichés en francs congolais, et à la fin, vous vous retrouvez avec une facture de 200 000 francs congolais, par exemple. Si vous avez une carte bancaire et que vous devez payer par une carte bancaire, et que votre carte bancaire est configurée en dollars américains, comme la plupart de ces terminaux de paiement le sont aussi en dollars américains, c'est que le supermarché ou le restaurant, il va se muer totalement en échangeur de billets, en échangeur de monnaie. C'est-à-dire, c'est comme si, sans être homologués par la Banque centrale du Congo, les restaurants, les différents commerces se sont automatiquement transformés en acteurs du marché d'échange. Parce que quand votre facture est libellée en francs congolais et que votre carte bancaire est en dollars américains comme leurs terminaux, c'est qu'automatiquement la banque va vous appliquer son taux, le restaurant va vous appliquer son taux à lui. Par exemple, si le taux est sur le marché, il est à 28 par exemple, à 2800, et que les restaurants affichent 2650, vous allez vous rendre compte que vous allez perdre parce que
si la facture est de 200 000 francs congolais, d'abord votre carte bancaire elle est en dollars. D'abord, il faudrait que votre dollar soit converti en francs congolais et ça sera converti en francs congolais au taux que va vous exiger le restaurant ou le supermarché. C'est que vous perdez quelque part, vous réalisez quelque part une perte d'échange. Supposons que là-bas, le restaurant vous dit non, voilà, moi mon taux c'est à 26 500 par exemple. Et que votre banque, qui automatiquement doit vous vendre des francs congolais, vous applique un taux de 28. Vous voyez que vous perdez. C'est pourquoi pour protéger l'épargne, parce que la Banque centrale, son rôle, il ne faut pas l'oublier, elle est chargée aussi non seulement de veiller à la stabilité générale du niveau des prix, mais elle doit aussi protéger l'épargne publique. Parce que les francs congolais que vous gardez dans les dollars américains que vous gardez dans votre carte bancaire, c'est une épargne. Quelque part, ça participe au fonctionnement de l'économie parce que pour autant de se lier à un compte que vous avez ouvert dans une banque. C'est que quelque part, il est du rôle de la Banque centrale de préserver l'épargne publique et de ne pas cautionner l'arbitraire sur le marché d'échange. Au total, 494 violations et atteintes aux droits de l'homme documentées en avril 2024 par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Une hausse par rapport au mois de mars, c'est ce qui ressort du communiqué du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans ces papiers signés Gisèle Olivier Toko. Tout au long du mois d'avril 2024, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme BCNUDH a documenté 494 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Des chiffres qui représentent une hausse de 37% par rapport au mois précédent, à cause notamment de la persistance des affrontements meurtriers dans les provinces en conflit. En Ituri, Nord et Sud Kivu, la hausse de violations et atteintes aux droits de l'homme atteint jusqu'à 41% par rapport au mois dernier. Ces malheurs sont à 60% attribués aux principaux groupes armés parmi lesquels la Coopérative pour le développement du Congo Codeco, les forces démocratiques alliées ADEF ainsi que les différentes factions de Maï Maï. D'autres violations ont été commises par les agents de l'État ou conjointement par les agents de l'État avec les combattants Ouazalendo à Goma et dans le territoire de Massissi dans le Nord Kivu, ou encore par les autorités administratives et les groupes armés Rai et Mutoboki en territoire des Kaleye dans le Sud Kivu. Le Bureau onusien de droits de l'homme note également une augmentation de 27% de violations de droits de l'homme dans les provinces non affectées par le conflit. Celles-ci sont attribuées aux agents de l'État et découlent particulièrement des cas d'arrestation arbitraire dans le Haut-Katanga et à Kinshasa. Toutefois, il y a une diminution des cas de violences sexuelles liées au conflit par rapport au mois de mars 2024. Les agents de l'État ont été responsables de plus de la moitié de ces violences sexuelles. Cependant, le cas de violations graves affectant les enfants ont au cours de la même période augmenté de plus de 250% dans les cadres de conflits armés en RDC par rapport au mois de mars. 15 cas de violations liées à la restriction d'espace civique par des agents de la police nationale congolaise ont également été documentés dans le Nord Kivu, province sous menace des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Le BCNUDH soutient que l'activisme de groupes armés et les affrontements pour le contrôle des territoires sont à la base des déplacements de population. Ces rebelles sont un obstacle à la fourniture des services sociaux de base et à l'assistance humanitaire aux populations affectées par le conflit. Et au Nord Kivu, les députés nationaux Eli Ngumura appellent les autorités militaires à prendre en charge les alertes de la population lors des différentes attaques de rebelles ADEF dans toutes les agglomérations. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. Forcément d'effectifs au niveau de cantines, mais aussi que les militaires puissent sécuriser Massaou et Kabweke et d'autres villages environnants. C'est-à-dire, ici, c'est le groupement Basso Madioué qui est à point d'insécurité. Il y a la situation des déplacés. Que ce soit à Massaou, que ce soit à Kabweke et d'autres personnes qui étaient dans les champs. Toutes ces personnes aujourd'hui sont concentrées au niveau des cantines. Quelles sont les précautions en termes de mesures sécuritaires qui sont prises par les autorités? Nous les appelons à pouvoir déjà y réfléchir maintenant pour sécuriser la population des cantines, pour sécuriser la population qui est à Massaou, à Kabweke et ailleurs, Mabalako, partout là, il faudra qu'il y ait le renforcement en unité, en nombre.
Et puis, les poubelles publiques anarchistes plutôt se sont créées de part et d'autre devant la clôture de la société commerciale de transport et port SCPT située sur le boulevard du 30 juin. Les Quinois sont contraints donc de vivre dans un environnement malsain et insalubre suite à ces états d'immondice, les exposant ainsi à plusieurs maladies liées à la saleté. C'est un constat établi par Blotti Guinola. Suivez. On se croirait dans l'arrière-pays, pourtant nous sommes en plein centre-ville, devant le bâtiment administratif de la Société commerciale des transports et ports, SCTP, situé sur le boulevard du 30 juin. Il s'est créé de part et d'autre des poubelles publiques anarchistes où on voit des tas d'immondices entassés devant la clôture de cette entreprise publique, gênant ainsi la circulation des piétons qui fréquentent ce tronçon et les exposent à plusieurs maladies liées à la saleté. On est contraint de vivre à Kinshasa dans un environnement malsain et insalubre du jour au lendemain suite à ces poubelles publiques anarchistes qui se créent de gré ou de force par certains Quinois mal intentionnés. Malgré les efforts fournis par ces agents chargés de combattre l'insalubrité qui sont en train d'évacuer cette saleté, quelques jours après, vous allez vous rendre compte que ces immondices seront encore jetés à cet endroit, de fois au su et au vu de tous. Voilà un des défis majeurs auxquels est appelé à relever le gouverneur nouvellement élu de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Banjolo. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue en leur nom ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi.